Bienvenue dans un nouveau numéro de Phase S. Phase S, la web émission dédiée à la science-fiction présente. Bienvenue dans Phase S numéro 22 qui constitue la deuxième partie de notre thème sur les Bionics et qui est dédié cette fois-ci à The Bionic Woman, autrement dit Super Jamie. Super Jamie, c'est vrai que Super Jamie est arrivé un peu par hasard. Après 2 saisons, l'homme qui valait 3 milliards, il était en perte de vitesse. On a du mal à y croire, mais c'est vrai. Après 2 saisons, les scénarios commençaient à tourner en rond, quoi. C'est vrai. Voilà. Et le personnage de Jamie Summers a été introduit dans la série pour attirer le public adulte. Voilà, et humaniser Steve Austin, parce que Steve Austin, c'était pendant 2 saisons, c'était des robots, des extraterrestres, des missions sur je ne sais où, sur la Lune. Mais il n'avait pas vraiment une attache féminine, quoi. Il avait à un moment, si on le voit avec une petite copine, mais finalement, voilà, il n'y avait pas ce lien, quoi. Et donc, dans un double épisode, un superbe double épisode à la fin de la saison 2, il y a La Femme Bionique, ce fameux épisode réalisé par Kenneth Johnson. Et donc, ce téléfilm, ces 2 épisodes ont fait un carton, à un point que... Mais le problème, c'est qu'à la fin de cet épisode, Jamie meurt. Elle meurt parce qu'ils n'étaient pas censés faire une suite, c'était juste un épisode, quoi. Mais le public a fait une ovation à ce personnage et ils ont râlé parce que le personnage meurt. Et donc ils ont rappelé plutôt Kenneth Johnson pour dire, écoute, trouve-nous vite un épisode pour faire revenir Super Jamie, parce que le public la réclame. Et donc c'est pour ça qu'on a un autre épisode qui s'appelle Le Retour de la Femme Bionique, qui apparemment, il y a une histoire de cryogénie, elle a été gelée, enfin bref, et qui la font revivre. Et donc cet épisode-là, pareil, il a fait un gros carton, à un point qu'ils ont été obligés de faire un spin-off, une série pour elle, quoi, rien que pour elle. En effet, tout commence dans la série de l'homme qui valait 3 milliards. Steven Bochco, qui a travaillé sur l'épisode pilote de Steve Austin, présente son ami Kenneth Johnson à Harve Bennett et encourage Johnson à écrire des scripts pour la série. Johnson arrive donc sur le show de l'homme qui valait 3 milliards et propose à Bennett de faire comme pour le monstre de Frankenstein, de créer son homologue féminin. Johnson se souvient que la production était en panique, qu'il recherchait des scripts nouveaux pour relancer la série qui allait s'arrêter à la fin de la seconde saison si rien n'était fait. Bennett donne alors carte blanche à Johnson et celui-ci écrit The Bionic Woman, un épisode en 2 parties où Steve Austin retrouve un amour d'antan en la personne de la très jolie Jamie Summers, une joueuse de tennis professionnelle. A noter pour l'anecdote que nous pouvons voir Dana Plato alias Virginia Drummond dans la série Arnold et Willy, dans son tout premier rôle à l'écran en la personne de la petite fille qui dit à Jamie qu'elle est importante et qu'il y a un autre personnage important de la ville, un astronaute, Steve Austin. Ceci est dans la première partie de l'épisode. Jamie a un accident de parachute et Steve demande à Oscar de la rendre bionique comme lui pour la sauver. Ceci sera d'ailleurs gommé dans le générique de Super Jamie où l'on met juste en avant Oscar Goldman pour l'autorisation de rendre Jamie bionique. Mais Jamie fait un rejet de ses membres bioniques et meurt à la fin de l'épisode. Seulement, ABC et Universal n'ont pas prévu ce qui arrive,
L'épisode est un carton d'audience phénoménal et défonce tout sur son passage. Les studios reçoivent des milliers de protestations pour faire revenir le personnage de Jamie. Johnson, n'ayant prévu Jamie que pour un épisode, suite au forcing d'ABC qui voulait une fin tragique plutôt que Johnson qui lui souhaitait que Jamie finisse dans le coma pour préparer justement l'avenir, heureusement Kenneth Johnson a gardé sous le coude une idée pour faire revenir Jamie juste au cas où. Mais un autre problème va se poser avec Jamie, nous y reviendrons un peu plus tard. C'est donc Lindsay Wagner qui incarne Jamie Sommers, très jolie actrice de 26 ans à l'époque. Elle est née le 22 juin 1949 à Los Angeles. Elle commence sa carrière en tant que mannequin avec sa tante Linda Gray, qui n'est autre que Sue Ellen Ewing de Dallas, et qui est mariée avec son oncle à cette époque. Sa première apparition télévisuelle est dans une émission TV en tant qu'hôtesse de Playboy aux côtés du patron de Playboy, Hugh Hefner, en 1969. Elle commence à avoir des petits rôles à partir de 1971 à la télé, dans la série Adam 12, Autopatrouille en français, puis dans la série Owen Marshall où joue un certain Lee Majors, dedans en vedette, ainsi que dans Night Gallery de Rod Serling et surtout dans l'épisode pilote de la série $200 plus les frais. Juste avant de jouer Jamie, nous pouvons aussi la voir dans Dr Marcus Welby. Sous contrat avec Universal, le rôle de Jamie Sommers est le dernier travail qu'il allie avec ses studios, et est donc pour elle qu'un travail alimentaire. Elle déclarera aussi dans une interview aux côtés de Lee Majors que c'était pour faire plaisir à sa famille, car sa sœur et sa mère étaient très fans de Steve Austin, et qu'elles l'ont poussé à accepter le rôle. Mais nous y reviendrons un peu plus tard. Elle incarne donc Jamie Sommers pendant 3 saisons et sur 58 épisodes jusqu'en 1978. Puis elle enchaînera avec divers téléfilms et séries TV, comme Jessie en 1984, Alfred Hitchcock présente en 1988, reviendra dans les 3 téléfilms des réunions des Bionics jusqu'en 1994, puis Warehouse 13 de 2010 à 2014 et Grey's Anatomy par exemple de 2018 à 2019. Et dernièrement, nous avons même pu la revoir modélisée sous sa forme jeune dans le jeu vidéo Death Stranding d'Hideo Kojima. Tout comme Lee Majors, Lindsay Wagner chantera dans la série de Super Jamie, Feelings dans l'épisode Bionic Beauty et It's a Good to Be Alive in the Morning dans l'épisode Road to Nashville. L'actrice a aujourd'hui 71 ans. L'épisode de la femme bionique est donc un carton monstrueux d'audience. Et d'ailleurs, ce sera le meilleur épisode pour Steve Austin en termes d'audience de toute la série. Et il faut donc sauver le soldat Jamie pour la faire revenir. Johnson travaille donc d'arrache-pied et très dur pour trouver des astuces scénaristiques. Jamie peut donc revenir. Sauf que, il y a un léger problème. Lindsay Wagner a fini son contrat avec Universal et n'attache pas plus d'importance que cela à ce rôle. C'est donc la vice-présidente de Universal elle-même qui contacte l'agent de Lindsay Wagner pour la faire revenir. L'agent de Lindsay Wagner à cette période n'est autre que Ron Samuels. Si vous avez regardé notre émission numéro 20 sur Wonder Woman, ce monsieur est à l'époque le mari d'une certaine Linda Carter. Vous comprenez mieux par quel biais Lindsay Wagner et Linda Carter sont devenus très amis. Or, Ron Samuel est un négociateur hors pair. Pour rappel, il obtiendra un contrat $1 million par saison pour Linda Carter pour Wonder Woman et fait donc monter les enchères pour Lindsay Wagner. Ainsi, il obtient $25 000 de cachet pour 21 jours de tournage, soit plus que ce qu'elle a gagné en 2 ans en étant sous contrat avec Universal. Elle lui fait faire un contrat en béton d'une durée de 5 ans avec un excellent salaire à la clé. On parle de $17 000 par épisode, plus une option pour un téléfilm par année et un pourcentage sur les futurs revenus de la série et les éventuels produits dérivés à venir. ABC envisagea alors pendant un moment Stephanie Powers ou encore Sally Field pour le rôle, mais le public avait déjà choisi, c'était Lindsay Wagner ou rien. Tout comme Lee Majors, qui a engrangé pas moins de $100 millions avec la série de l'homme qui valait 3 milliards, c'est au tour de Lindsay Wagner de décrocher le jackpot. Mais nous n'en sommes pas encore là. Jamie revient donc dans un nouveau double épisode de l'homme qui valait 3 milliards pour lancer la saison 3 de Steve Austin. Et c'est un nouveau carton, et qui, comme Ron Samuels l'avait prévu, ABC et Universal qui veulent étendre l'univers de Steve Austin mettent donc en projet une série spin-off. Il ne reste qu'un seul obstacle pour lancer la série, convaincre Lee Majors. Et oui, Lee Majors est le maître absolu sur la série dont il est la vedette, et la production a besoin de son aval pour lancer la série de Jamie. Or, celui-ci est réticent
car vu le succès d'audience des épisodes avec Jamie, Majors a peur que la série dérivée de Jamie ne lui fasse de l'ombre pour l'audimat. Mais la production rassure les Majors et l'assure que le show n'aura rien à voir avec ses aventures et que de plus, il pourra y faire des apparitions régulières. Les Majors, confiants, donnent alors son approbation pour la série avec Jamie Sommers en vedette. La production de la série démarre. Contrairement à Lindsay Wagner qui jouait Super Jamie, qui pouvait elle développer son personnage, c'était un très beau personnage féminin, elle pouvait pleurer, elle pouvait montrer des sentiments, elle pouvait faire plein de choses que les Majors ne pouvaient pas faire dans sa série. Et il ne cherchait pas à développer son personnage comme Lindsay Wagner. Ce qui est marrant c'est ça, c'est que souvent on lui dit, on lui avait dit le chien bionique apparemment c'était pour lui. Et il a dit non, je veux pas de chien bionique, je veux pas de garçon bionique, je veux pas. Il voulait vraiment rien dans sa série, c'est-à-dire il voulait être maître à bord, quoi, voilà. Il a dit non, mettez ça à Super Jamie, je veux pas. Et c'est pour ça que dans Super Jamie, vous avez plein de choses. C'est effectivement l'interprétation de Lindsay Wagner qui fera le succès de la série sur la saison 1. Kenneth Johnson chapeaute la création du show et l'épisode pilote en 2 parties de Jamie reprend juste après la fin du retour de la femme bionique diffusée dans L'homme qui valait 3 milliards. Elle est envoyée dans le complexe pour être loin de Steve et subir l'opération de la dernière chance. Celle-ci se passe bien et Jamie se remet complètement. Sa mémoire revient petit à petit et elle repart s'installer à Ojai, près des parents de Steve Austin. La première partie de ce pilote est assez inédite en France et n'existe qu'en VO sous-titré. Il pose pourtant toutes les bases de la série et notamment le fait que Jamie se rappelle des sentiments pour Steve, mais lui dit qu'elle n'est plus la même femme où elle était amoureuse de lui et elle demande à Steve de lui laisser le temps de voir si elle retombera amoureuse de lui ou non un jour. On en profite également pour la faire casser avec Michael Marchetti, le médecin qui l'a sauvé, et pour conclure l'arc avec Carlton Harris. Ainsi, Jamie et Steve sont totalement libres de leur côté pour avoir des flirts réguliers dans leurs shows respectifs, en gardant tout de même une certaine tendresse de se revoir lors des épisodes crossover. Malheureusement, du fait de ne pas empiéter sur L'homme qui valait 3 milliards, très vite la série s'essouffle car les aventures de Jamie sont plus légères lorsque parfois elles ne sont pas niaises. Pire, on reprend même des scénarios de Steve Austin que l'on adapte à Jamie. Par exemple, dans la saison 1, avec l'épisode Les missiles de la mort, ou encore, toujours dans la saison 1, l'épisode Les naufragés. Seuls les épisodes crossover avec Steve Austin tirent leur épingle du jeu, comme le fabuleux Pour la vie d'Oscar en 3 parties, Kill Oscar en version originale. Seuls quelques épisodes imposeront une réelle identité à Jamie, bien glauque comme la saga avec Lisa Galloway. Ou dans la saison 2, Jamie est endormie et transportée en prison à la place de Lisa. Dès lors, c'est un cauchemar qu'elle vit car personne ne croit qu'elle est Jamie Sommers. La scène dans la cellule capitonnée où l'on voit Jamie presque craquer est bien glauque à souhait et l'ambiance est atrocement sombre. On voit alors dans cet épisode toute la force mentale de Jamie et la prestation de Lindsay Wagner est époustouflante. Elle remportera d'ailleurs pour ce double épisode de la saison 2 un Emmy Awards en 1977 pour son double rôle de Lisa et Jamie. Malheureusement, à la fin de la saison 2, le show ne fait plus assez d'audience pour ABC qui ne souhaite pas le renouveler. Mais une fois encore, il va être comme Steve Austin sauvé de justesse par le rachat par le network NBC. Une saison 3 est donc lancée, mais Kenneth Johnson, qui ne s'entend plus avec Lindsay Wagner, finit par quitter le show au plein milieu de la saison. La cause de leur dissension ? Entre autres choses, le fait que Lindsay Wagner, qui à cette époque est mariée à l'acteur Michael Brandon, qui joue dans la série Mission Casse-Cou, Dempsey et Makepeace si vous préférez, en version originale, voit son couple avoir du plomb dans l'aile. Elle rencontre sur le tournage de Super Jamie son nouveau petit ami, le cascadeur-acteur Henry Kingi, avec qui elle se mariera quelques années plus tard et aura avec lui 2 enfants. Lindsay Wagner veut garder l'acteur sur le show, ce dont Johnson ne voit pas l'intérêt. Wagner lui fait alors une crise sur l'épisode numéro 6 de la saison 3. Elle ne quittera pas sa caravane tant que Johnson sera en charge du show. Lassé par la série et des conflits avec Wagner, Johnson quitte alors la série et la laisse entre les mains de James D. Parriott et Lionel Siegel, le pilier de la série de Steve Austin qui était parti en même temps que Harve Bennett pour s'occuper justement de Jamie. Quelques mois plus tard, Johnson devient le showrunner de la série L'Incroyable Hulk avec Bill Bixby. Dès lors, la saison 3 se déroulant après la sortie de Star Wars, celle-ci va contenir de plus en plus d'histoires d'extraterrestres suite au succès du film de George Lucas. De même, une bonne idée va également voir le jour. Un chien bionique, Max. Lee Majors n'en a pas voulu, c'est Jamie qui le récupère.
et c'est un vrai plus pour les épisodes où il apparaît avec une vraie histoire assez émouvante pour ce chien. NBC envisage de faire une série dérivée pour élargir l'univers des Bionics, mais Johnson, qui ne croit pas dans le potentiel de ce genre d'aventure, ne fera jamais le nécessaire pour pousser à ce que ça se fasse et le projet ne se concrétisera jamais. Les audiences sont donc au plus bas et le 13 mai 1978 est diffusé le dernier épisode de la série de Jamie aux États-Unis, soit 2 mois après le dernier épisode de L'homme qui valait 3 milliards. Mais contrairement à Steve Austin, la série de Jamie offre une vraie fin. Pour la partie technique, nous retrouvons à nouveau Jack Cole pour le générique de Jamie, et c'est cette fois-ci Jerry Fielding qui compose la mélodie. Ceci pour la première version du générique. Une seconde version verra le jour dans la saison 2 et c'est Joe Arnold qui en fera la musique. Joe Arnold composera également, en plus des musiques, des chansons qu'interprétera Lindsay Wagner. C'est lui aussi qui composera la superbe Time Change. Vieux complice de Johnson, Arnold composera aussi des musiques pour la série de V ou l'incroyable Hulk. Dans les autres compositeurs des musiques, nous retrouvons Lucy de Jesus, Richard Clements, Robert Prince, Charles Alberting, etc. Ce sont Johnny Borges et Greg C. Jensen qui seront les coordinateurs pour les effets spéciaux. Et nous retrouvons 2 cascadeuses connues pour doubler Lindsay Wagner. Kitty O'Neill, dont nous vous avons parlé dans notre émission sur Wonder Woman, et qui doublait donc aussi Linda Carter dans la série de Wonder Woman. Et bien entendu, Rita Eggleston. Il y a aussi Jenny Hipper, dont nous vous avons parlé également dans notre émission sur Wonder Woman. Pour la réalisation, outre Kenneth Johnson, nous retrouverons Don McDougall, Alan J. Levy, Barry Crane, Jack Arnold, Alan Crosland Jr. et d'autres qui ont travaillé sur L'homme qui valait 3 milliards. Pour les scénarios, là aussi on retrouvera des noms ayant travaillé sur la série de Steve Austin, entre autres Ellen Leavitt, Jim Carlson, Ellen Whitman, Anthony DiMarco, Alfred Levis Leavitt et beaucoup d'autres. Même Harve Bennett écrira pour 2 épisodes de la série. Les téléspectateurs en sont donc pour leurs frais. Les 2 séries des Bionics se sont arrêtées et ils n'ont pas eu la fin qu'ils souhaitaient en voyant Steve et Jamie réunis pour la vie. D'autant que Jamie avait un petit ami récurrent à la fin de la série, Chris Williams. Mais un véritable miracle va se produire quelques années plus tard. Des téléfilms vont être mis en chantier et qui vont faire revenir les 2 héros bioniques. La série de Jamie a eu son lot d'invités vedettes. Nous vous en présentons quelques-uns et vous laisserons le soin de découvrir les autres dans la série. Bien évidemment, nous n'oublions pas Richard Anderson, Martin Brooks ainsi que Jennifer Darling qui reprenaient leurs rôles respectifs d'Oscar Goldman, Rudy Wells et Peggy Callahan et que nous vous avons présenté dans notre précédente émission sur Steve Austin. Et bien entendu, Martha Scott et Ford Rainey qui incarnaient Helen et Jim Elgin, les parents de Steve Austin et qui étaient plus présents dans la série de Jamie. Terminons cette partie sur la série avec les anecdotes sur celle-ci. Lindsay Wagner avait une peur terrible des serpents, même lorsqu'ils étaient faux. Ainsi, les réactions de l'actrice n'étaient pas feintes dans la série lorsqu'elle avait peur de ceux-ci. La saison 1 de la série, bien que ne comportant que 14 épisodes par rapport à une série standard, fut le 5e programme le plus regardé de la télévision américaine pendant l'année 1976. Elle se classa derrière des séries comme Le Riche et le Pauvre, Maud Laverne et Shirley, mais se classa devant Steve Austin. Lors de sa diffusion en Angleterre sur ITV le 1er juillet 1976, Super Jamie réalisa une audience d'environ 14 millions de téléspectateurs et fut l'émission la plus regardée de la semaine. Pareil pour le 3e épisode 2 semaines plus tard. Le succès britannique s'est poursuivi avec 10 autres épisodes, marquant le top 20 de 1976 des programmes TV. La série détient le titre d'être la seule série de science-fiction à avoir atteint la position de numéro 1 des classements britanniques au cours du XXe siècle, contrairement à Steve Austin qui lui n'est jamais rentré dans le top avec ses 5 saisons. Martin Brooks et Richard Anderson furent les premiers acteurs de l'histoire à apparaître dans 2 séries avec le même rôle sur 2 chaînes concurrentes. Le chien Max se nomme Maximilian car il a coûté $1 million pour être reconstruit. Dans la série de Jamie, pour les êtres bioniques, on parle de Jamie et de Max uniquement. Du fait de son passage sur NBC, on ne fit pas d'allusion à Steve. Et on ne parlera même jamais de Barney Miller dans les 2 séries des bioniques, et qui reste le grand oublié de tous. Lindsay Wagner n'était pas une grande sportive avant le début de la série et ne pratiquait pas le footing. Elle avoua des années plus tard que la série lui a permis de se mettre au sport et de se remettre en forme. Nous terminerons cette rubrique en vous révélant le coût de l'opération de Jamie. En effet, cela n'a jamais été clairement dit dans la série, et dans le pilote de la série de Jamie, Oscar esquive la question en disant que Jamie a coûté moins cher que Steve car ses pièces étaient plus petites. En réalité,
C'est Johnson qui le révélera dans une interview pour un magazine à la fin des années 70. Celui-ci dira que Jamie a coûté 5 millions de dollars car une prothèse auditive coûte moins cher qu'une prothèse oculaire. Mais il y avait également une autre raison. Lee Majors voulait toujours être le meilleur dans son rôle et avait moyennement apprécié l'homme de 7 millions de dollars. Aussi, lorsqu'on parla d'une série pour Jamie, il fallait que celle-ci, aux yeux de Lee Majors, ait coûté moins cher à reconstruire pour ne pas froisser son ego. En France, la série est diffusée pour la première fois sur Antenne 2 le 19 septembre 1976 pour la saison 1, mais à partir de la deuxième partie du pilote, la première partie de celui-ci n'ayant pas été doublée. Puis, une partie de la saison 2 est diffusée en 1978. Il faut ensuite attendre avril 1986 pour que ce soit à nouveau la défunte chaîne La 5 qui rediffuse la série dans son intégralité. Elle sera ensuite rediffusée sur des chaînes comme RTL 9, Canal Jimmy, Énergie Paris. Comme nous vous l'avions dit dans notre émission précédente, ce sont Dominique Macavoy et Claudine Châtel qui doublent Lindsay Wagner, suivant la version française ou québécoise. Lee Majors, Richard Anderson et Martin Hebrook gardant eux aussi leurs doubleurs qu'ils avaient dans Steve Austin. Voir notre émission Phase S dédiée à l'homme qui valait 3 milliards pour plus de détails. Alors que les fans ont été désespérés de voir comment se sont terminées les deux séries de leurs héros bioniques sans les réunir ensemble, 9 ans après, Steve Austin et Jamie Sommers font leur grand retour dans un téléfilm qui s'intitule justement The Return of the $6 Million Man and the Bionic Woman, ou en français Mission Bionique. L'histoire est simple, Jamie et Steve se sont retirés de l'OSI et de leur activité d'espion. Oscar vient voir nos deux héros pour qu'ils sortent de leur retraite pour affronter une organisation criminelle nommée Fortress, ce qu'ils seront obligés de faire par la force des choses. Steve a un fils avec qui il ne s'entend pas beaucoup et qui a un accident d'avion. Il devient alors à son tour bionique avec un œil laser pour les aider à vaincre l'organisation criminelle qui désire s'emparer du secret de la bionique. Ceci permettra à Jamie et Steve de se rapprocher. Ce téléfilm était un prétexte pour une nouvelle série éventuelle mettant en vedette le fils de Steve Austin, Michael, incarné par Tom Chanley, que l'on a pu voir dans diverses séries comme Dynasty, Melrose Place ou encore Jag. L'acteur tourne toujours et a déjà des projets en pré-production à l'heure actuelle. Malheureusement, celle-ci ne se concrétisera jamais. Produit sous la houlette de Michael Sloan qui a travaillé sur les films et la série d'Equalizer, ou bien sur Alfred Hitchcock Présente, L'Homo Katana ou encore Galactica 1978, il sera réalisé par Ray Austin, réalisateur bien connu des fans de Chapeau melon et bottes de cuir ou encore de Cosmos 1999. A noter que le véritable fils de Lee Majors, Lee Majors 2, joue dans le téléfilm. Il fait le rôle de l'agent de l'OSI Jim Castilian. De même, nous retrouvons dedans Martin Landau et Gary Lockwood, qui lui avait joué dans la série originale de l'homme qui valait 3 milliards. Et bien entendu, Richard Anderson et Martin Hebrook dans le rôle respectif d'Oscar Goldman et du docteur Rudy Wells. Le téléfilm est un grand succès et un second est alors mis en chantier, toujours avec un scénario de Michael Sloan et toujours produit par lui. Accompagné de Brock Choi pour le script, c'est cette fois-ci Alan J. Levy, le réalisateur, qui avait travaillé sur les séries originales de l'homme qui valait 3 milliards et Super Jamie. Diffusé en avril 89, près de 2 ans après le premier téléfilm Réunion, il s'agit de Bionic Showdown, ou en France, L'espion bionique. Celui-ci raconte l'histoire d'un autre être bionique qui veut briser l'entente et la détente qu'il y a entre les USA et la Russie. Plus rapide et plus fort que Jamie et Steve, ceux-ci seront aidés par une jeune athlète handicapée en fauteuil roulant, remise sur pied par des implants bioniques de Rudy Wells. Kate Mason, aidée de Jim Goldman, le neveu d'Oscar, démasqueront l'espion et empêchera qu'une bombe tue le ministre soviétique des Affaires étrangères, tandis que Jamie et Steve sauveront Oscar, qui avait été capturé par les terroristes qui étaient russes et américains pour maintenir le climat tendu entre les deux pays et ainsi garder leur poste. Ce téléfilm marque la vraie première apparition sur les écrans de l'actrice Sandra Bullock, qu'il est inutile de présenter. On y retrouve également Richard Anderson, Martin Hebrook, Lee Majors 2 et Jeff Yeager dans le rôle de Jim Goldman. L'acteur est connu pour son rôle de Kyle Bates dans la série V. C'est Geraint Wyn Davis qui fait le méchant dans le personnage de l'agent de l'OSI Alan Devlin. On a pu le voir dans le rôle de Mike Rivers dans la saison 4 de Supercopter par exemple. On notera également la présence de l'acteur Robert Lansing qui jouait le rôle de Control dans la série The Equalizer avec Edward Woodward. Là aussi, le téléfilm était une porte dérobée pour être un épisode pilote d'une nouvelle série bionique qui mettrait cette fois-ci en vedette Kate Mason. Mais là encore, le projet ne se réalisera pas. Malgré tout, les audiences ne sont pas trop mauvaises.
Et il faut conclure la saga des Bioniques. C'est alors en 1994, soit 5 ans après le second téléfilm, que sort Bionic Ever After, ou en français Mariage Bionique. Le téléfilm est toujours produit par Michael Sloan et scénarisé par lui, mais c'est véritablement Richard Anderson qui coproduit le téléfilm, car celui-ci voulait une vraie fin pour Steve et Jamie. Le scénario raconte l'histoire d'un agent de l'OSI, Kimberly Harmon, qui a été traumatisé par sa dernière mission. Kimberly est suivie par Jamie qui est devenu psychologue, mais part tout de même avec Steve dans une autre mission pour sauver les gens pris en otage dans l'ambassade des États-Unis à Nassau. En même temps, les membres bioniques de Jamie commencent à mal fonctionner et sont en train de la tuer. Heureusement, Rudy la sauve à temps et elle découvre que c'est Kimberly qui a saboté ses membres bioniques. Jamie ignore que Kimberly a fait la même chose à Steve, qui se retrouve prisonnier et impuissant à l'ambassade à Nassau. Heureusement, Jamie viendra à son secours et nos deux héros pourront enfin se marier. Nous retrouvons Richard Anderson et Martin Heubrook, Lee Major Stu et Farrah Fawcett dans le rôle de Kimberly. On a pu voir l'actrice dans le rôle de Mason Drake dans la série Lois et Clark, les nouvelles aventures de Superman. Et nous trouvons également Anne Lockhart, bien connue des séries américaines, et notamment pour son rôle du lieutenant Sheba dans la série Galactica de 1978. Les fans peuvent être ravis, les téléfilms sont bons malgré qu'ils aient un peu vieilli, mais ça fait tellement chaud au cœur de revoir Steve et Jamie. De plus, les acteurs sont en pleine forme et sont encore bien physiquement. Ils ont été tournés au bon moment et c'est un pur bonheur que de conclure l'histoire de Jamie et de Steve de si belle manière. Les fans peuvent être fiers, ils ont une vraie fin et qui plus est se termine bien. Les acteurs ont pris en main le destin de la série et l'ont conclu de fort belle manière, pour le plus grand bonheur des fans que nous sommes. Les téléfilms ont bien entendu été diffusés en France sur la défunte chaîne l'A5 pour Mission Bionique et l'Espion Bionique en version doublée à partir de 1990. Et le dernier, lui, Mariage Bionique, fut diffusé en 1994 en VO sous-titré VF sur Canal Jimmy. Vous retrouvez bien entendu ces 3 téléfilms réunions sur les coffrets DVD de Universal. C'est en 2002 qu'on commence à parler d'une nouvelle série pour The Bionic Woman, qui serait sous la houlette des sœurs Todd et de leur maison de production Team Todd, et qui produit des films comme Hudson Hawk, Alice in Wonderland, les Austin Powers, G.I. Jane et d'autres. La série aurait été diffusée sur USA Network et c'était Jennifer Aniston qui était envisagée pour le rôle. Mais cela ne se concrétise pas et en 2006, NBC annonce qu'elle relance le projet avec des nouveaux producteurs et qu'ils ont profondément remanié le concept d'origine. C'est désormais David Hay qui produit la série. Il est connu pour avoir produit la nouvelle série de Galactica ou encore des films comme Darkman 2 et 3. C'est Laïta Kalogridis qui écrit les scénarios de la série. Elle est connue pour la création de la série Bird of Prey, Les Anges de la Nuit en version française, la série qui se passe dans l'univers de Batman. Kalogridis était aussi intervenu sur le premier projet du film de Wonder Woman qui ne s'est jamais réalisé. Mais tout de suite, les auteurs expliquent. C'est une refonte totale du concept par rapport à la série originale. Nous n'avons pris que le titre comme point de départ, tout le reste sera entièrement nouveau. De même, en raison de la détention des droits du roman de Kaidin par des tiers, aucune référence n'y sera faite, même si les auteurs utilisent des membres bioniques. Et bien entendu, Kenneth Johnson n'a aucune connexion avec la nouvelle série. En janvier 2007, on apprend que l'épisode pilote d'1 heure est validé officiellement par NBC. Et en mai, ceux-ci annoncent qu'ils ont donné un démarrage anticipé pour la série sur leur grille de programme d'automne 2007. La série est tournée à Vancouver. L'histoire raconte celle de Jamie Sommers, qui est une barman qui a du mal à joindre les deux bouts à San Francisco et qui élève sa jeune sœur Becca. Pratiquement tuée dans un accident de voiture, elle est sauvée par une opération à la pointe de la technologie réalisée par son petit ami Will Antros. Jamie se voit doté de 2 jambes, d'un bras, d'un œil et d'une oreille bionique, ainsi que des nanomachines capables de réparer son corps à grande vitesse. Apprenant à maîtriser ses nouvelles facultés, elle se met à travailler pour l'organisation privée semi-gouvernementale Berkut qui a financé son opération. C'est Michelle Ryan qui incarne Jamie Sommers. L'actrice est surtout connue pour les séries EastEnders ou encore Jekyll. Chris Bowers joue le petit ami de Jamie, Will Antros. On connaît l'acteur pour avoir joué dans New York Police Judiciaire ou encore Rescue Me, les héros du 11 septembre. Katie Sackhoff incarne Sarah Corvus, l'ennemie de Jamie et la première femme bionique. L'actrice est connue pour son rôle de Starbuck dans la nouvelle série de Galactica. On a pu la voir aussi dans la série Nip Tuck ou encore le film Riddick aux côtés de Vin Diesel. Lucy Hall joue Becca Sommers, la sœur de Jamie. L'actrice est surtout connue pour la série Pretty Little Liars. Et nous avons pu la voir par exemple dans le film Scream 4. Elle remplaçait Mae Whitman pour le rôle. Miguel Ferrer joue Jonas Bledsoe.
Acteur très connu aux États-Unis, par exemple, il faisait Bob Morton dans le film Robocop de 1987. Il était aussi dans Star Trek 3 à la recherche de Spock ou dans la série NCIS Los Angeles. Molly Price incarne Ruth Treadwell, le second de Bledsoe. Et Will Yoon Lee joue Jae Kim, un chef d'opération spécialisé avec le groupe Berkut et qui avait une romance avec Sarah Corvus. Enfin, Mark Sheppard interprétait Anthony Andros, le père de Will. On a pu voir l'acteur dans Supernatural ou encore dans 24 heures chrono. Il est l'un des créateurs originaux des implants bioniques et est un personnage méchant dans la série. La série est diffusée aux États-Unis en septembre 2007, le mercredi soir sur le créneau 20-21h de NBC. Elle obtient le meilleur classement des programmes de NBC la première semaine depuis 1999 avec The West Wing et était le second programme le plus regardé dans son créneau horaire derrière Grey Anatomy sur ABC. En plus de NBC, la série est diffusée sur Sci-Fi en Australie. Elle est diffusée au Canada et en 2008 en Angleterre. En Belgique, elle est diffusée à partir de juillet 2008. Pareil pour la France, en juillet 2008 sur TF1. 8 épisodes sont tournés, mais arrive la grève aux USA de la Writer Guild of America, qui stoppe net la diffusion de la série. Celle-ci ne reprendra jamais et sera purement et simplement annulée. Plus tard, NBC donnera comme raison que les taux d'audience étaient trop faibles, le 8e épisode n'ayant fait qu'à peine 6 millions de téléspectateurs aux États-Unis. La série a reçu un mauvais accueil à cause du casting notamment. La majorité souligne le fait que cela aurait dû être Kathy Sackhoff qui est le rôle principal de Jamie plutôt que Michelle Ryan, jugée trop statique. On reprochait également le climat plus sombre que la série originale. La série est bien entendu disponible en DVD en France à moins de 10 € pour la saison complète. Aux États-Unis, la série est sortie en DVD. Et en France, tout comme L'homme qui valait 3 milliards, Super Jamie a eu le droit à différentes éditions vidéo de la part de Universal, comme celle en coffret séparé ou une version intégrale économique dans leur collection vintage. Cette dernière ne possédant qu'une version française doublée, sauf pour les épisodes inédits. D'ailleurs, il vous faudra jongler entre les deux coffrets avec celui de Steve Austin pour avoir l'intégralité des aventures des Bioniques. En effet, par exemple, les 3 films Réunion sont sur le coffret de Steve Austin, alors que la saga, en 3 épisodes de Pour la vie d'Oscar, Kill Oscar en version originale, est complète sur le coffret de Super Jamie, alors que vous n'avez qu'un épisode sur le coffret de Steve Austin. Pour le moment, aucun coffret Blu-ray n'est prévu chez nous, mais sachez qu'en Allemagne, la série a été éditée en Blu-ray, mais en qualité d'image standard et non en HD. Des action figures, des comics, des mugs, des t-shirts, des jouets et d'autres. Il existe une palanquée de produits dérivés sur Super Jamie. Nous ne vous présentons qu'un petit échantillon, à vous de trouver le produit de vos rêves. Sachez enfin que contrairement à Steve Austin, vous trouverez certaines musiques de la série et le générique en CD audio, notamment pour les titres de Joe Arnell. Notre émission Phase S numéro 22 sur Super Jamie est à présent terminée, et celle-ci clôt la saga des Bioniques, bien qu'il y aurait encore beaucoup à dire dessus. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour notre émission numéro 23 qui portera, elle, sur la série Les Envahisseurs, mettant en vedette notre ami David Vincent. N'hésitez pas à partager, à diffuser et à vous abonner à notre chaîne. Mettez un pouce bleu si vous avez aimé, c'est important pour nous et ça ne vous prend que quelques secondes. Cliquez sur la petite cloche en haut de notre chaîne pour être averti des prochaines émissions à venir. Pour les nouveaux qui découvrent notre chaîne, faites-vous plaisir en regardant nos émissions déjà disponibles en ligne. Retrouvez également Phase S sur les réseaux sociaux pour continuer l'expérience et pour nous soutenir.